14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer le sexe sous ses différents angles. Parce qu'on a un peu tendance à tout mettre sur le même plan, alors qu'il y a plusieurs étapes. La première serait sans aucun doute la sensualité, qui repose évidemment sur nos 5 sens, bien sûr, mais qui est souvent confondue avec la sexualité. Parce que se caresser sans avoir d'autres objectifs que de se faire du bien, eh bien, ce n'est pas du sexuel. Enfin, on peut également faire la différence entre une sexualité amoureuse, si je puis dire, et puis du sexe. Alors la première, elle engage nos sentiments, nos émotions, tandis que le sexe, eh bien, ça concerne uniquement nos organes génitaux et on peut très bien avoir un rapport sexuel sans qu'il n'y ait rien d'autre dans l'investissement, si je puis dire, de notre personne. Alors tous les sexothérapeutes le savent bien, plus les amants savent laisser une grande place à l'intimité et à la sensualité, plus leur sexualité a des chances de durer, je dirais même de s'améliorer au fil du temps. Eh bien, donc, on va essayer aujourd'hui de vous aider à améliorer votre sexualité et pour ça, eh bien, j'ai à mes côtés Sandy Boulanger qui va déjà nous expliquer pourquoi dans un instant. Et puis, si vous avez envie de témoigner, si vous avez envie de poser des questions ou pourquoi pas de nous raconter comment vous avez amélioré votre sexualité, eh bien, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour, Sandy Boulanger. Bonjour Brigitte Lahaie, merci de me recevoir. Ben, je vous en prie, vous êtes relaxologue, sexothérapeute, vous travaillez beaucoup sur justement la notion de sensualité, de sexualité du cœur, si je puis dire. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement sur ce sujet si important ? Je crois que quand on parle de sensualité, bien sûr, dans sensualité, il y a tous les sens, mais il y a aussi, je crois, quelque chose de l'ordre de la poésie. Être dans le sensuel, ça demande effectivement d'aller un peu plus dans cette symbolique et dans ce côté voilà poétique et majestueux de l'être et de la relation. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément quelque chose dont on a facilement accès. On n'est pas tous égaux face à ça, mais ça s'apprend. Ça s'apprend comment ? Par différentes façons, ça dépend de sa personnalité. En fait, on n'est pas tous sensibles à la poésie. On a le droit de pas aimer Baudelaire, mais par contre, on apprend quand même à savourer les images que ça peut développer chez nous dans cet imaginaire. Je crois que c'est toujours une histoire d'imaginaire avant de pouvoir vraiment aller développer de façon très concrète nos sens et cette fameuse sensualité qui en plus a de multiples facettes. Et ce qui va être intéressant aujourd'hui aussi, c'est de pouvoir entendre comment est-ce qu'on peut justement avoir différentes facettes dans sa sensualité. Donc la sensualité, on a tendance à dire qu'elle est plus innée chez les femmes que chez les hommes. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Non, pas du tout. Pour moi, elle n'est absolument pas genrée. Je crois que c'est une capacité justement d'avoir accès à quelque chose d'artistique dans son corps déjà, et puis par rapport au corps de l'autre. C'est une façon de se mouvoir dans l'espace. C'est une façon d'être touché par la nature, par exemple. Ça va être une façon aussi de savoir apprécier du moment présent. C'est ça aussi la sensualité. Donc c'est pas tant une histoire d'homme ou de femme que plutôt de tempérament, de caractère, de culture familiale, sociétale, et puis il y a des histoires qui nous ont marqués ou pas. Oui, ça je crois que c'est peut-être important de revenir sur ce que vous venez de dire, Sandy Boulanger, c'est-à-dire qu'on est d'abord sensuel avec soi et avec ce qui nous entoure, c'est-à-dire que si on est capable de profiter d'un beau spectacle, de manger avec sensualité, si je puis dire, plutôt que d'avaler très vite un repas parce que ben il faut manger, on est déjà quelque part dans la sensualité. Oui, c'est ça. Je pense que ça commence déjà avec soi-même, cette sensualité. Et je vous disais quelque chose, mais qui me touche beaucoup en le disant, c'est cette façon de se mouvoir dans l'espace. Rien que ça, je trouve ça d'une poésie à donner des frissons, en fait. Comment est-ce que rien que de se déplacer est déjà quelque chose de sensuel ? Mais on pourrait d'ailleurs, enfin je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais quand on regarde quelqu'un, on peut déjà deviner si c'est quelqu'un qui est assez apte à la sensualité ou si c'est quelqu'un qui finalement n'est pas dans son corps. Exactement. C'est vrai que souvent, au premier regard, on va avoir cette souplesse dans le corps. Et puis si c'est pas tant dans une souplesse de tout le corps, il va y avoir quelque chose de pétillant dans les yeux. Ça, c'est vraiment 2 signes qui peuvent montrer que, au niveau de la sensualité, il y a quelque chose déjà qui est développé, qui est très présent et qui va continuer à se développer tout au long de la vie. Alors la sexualité, ensuite je parlais, donc là on a fait un peu le tour de la sensualité, même s'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire évidemment. La sexualité, je fais la différence entre le sexe
et la sexualité, parce qu'en fait, beaucoup de personnes ont tendance à penser que la sexualité, c'est les organes génitaux. Et je pense notamment aux hommes qui ont un peu trop tendance à penser que leur pénis est l'essentiel de la sexualité. En fait, non. Bien sûr, oui. Donc vous avez tout un tas d'autres parties érogènes au niveau du corps, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Et effectivement, cette sexualité n'est pas forcément génitocentrée. Donc c'est pas parce qu'on a de la sexualité qu'on a du sexe génital. Et c'est différent, cette sexualité de la sensualité, dans le sens où on peut faire l'amour, avoir de la sexualité, sans forcément avoir un côté sensuel. Justement, qu'est-ce qui est différenciable? Mais c'est ce côté poétique, hein. C'est ça. C'est qu'est-ce qui se passe dans ma tête, dans ce théâtre érotique, au même moment où je fais l'amour. Est-ce que je le partage à l'autre? Est-ce que ma façon de bouger, de me déplacer, d'embrasser a quelque chose de magique, de poétique, d'artistique? Quand on regarde le corps de l'autre avec l'œil d'un peintre, bon, c'est quand même qu'on a réussi à développer cette sensualité, mais on n'est pas obligé d'avoir ça en sexualité. Effectivement, ça peut être quelque chose de beaucoup plus primaire, et ce n'est absolument pas péjoratif, ce que je vous dis. Primaire ne veut pas dire mal. Ça veut dire que ça reste sur des bases, sur un contact qui est plutôt plein, entier, et pas du tout imagé. C'est-à-dire que je regarde l'autre et il est l'autre. J'ai des plaisirs dans mon corps, ce sont des plaisirs dans mon corps. Il n'y aura pas d'autres histoires qui vont venir se développer et colorer cette relation sexuelle. Sandy Boulanger, j'entends souvent les femmes me dire qu'elles n'aiment pas leur corps. Ça me paraît quand même quelque chose sur lequel on peut peut-être déjà revenir dans l'émission aujourd'hui, puisque ne pas aimer son corps, c'est difficile ensuite peut-être d'être dans quelque chose qui ne serait pas que du sexe. Oui. Je crois aussi que c'est important de comprendre qu'il y a différents degrés de je n'aime pas mon corps. C'est pas un amalgame comme ça de j'aime ou j'aime pas. Je crois qu'il y a du camailleux aussi à l'intérieur. Quand on aime son corps, effectivement, c'est beaucoup plus fluide et plus facile. Quand on n'aime pas son corps, on est incapable d'avoir du plaisir, de ressentir de la jouissance et d'avoir un orgasme. Par contre, on peut ne pas trouver esthétiquement beau son corps et pourtant avoir une vraie sensualité. Là aussi, on verra dans comment le corps se déplace. Donc, il y a différents degrés, et ces différents degrés, tant mieux d'ailleurs, vont permettre effectivement de pouvoir continuer à grandir dans cette sensualité et dans l'appropriation des plaisirs en sexualité. Et d'ailleurs, moi, j'ai tendance à dire qu'on devrait aider, surtout les femmes, mais peut-être que beaucoup d'hommes aussi qui ont des complexes, on devrait aider les femmes à être dans leur corps de l'intérieur et non pas de l'extérieur. C'est-à-dire que je dis pas qu'il faut enlever les miroirs dans la salle de bain, mais c'est vrai que se regarder avec cet œil critique qui est particulièrement féminin, au fond, c'est quelque part déjà s'enlever la possibilité d'aimer son corps. Oui, et puis je crois que de toute façon, on a besoin d'avoir cette quête personnelle aussi, parce que quand je fais l'amour et que j'ai du plaisir, mais pour qui je jouis? Ça a l'air d'être un peu bête comme question, mais c'est fondamental. Est-ce que je jouis parce qu'il faut que je jouisse, sinon je ne suis pas une femme? Ou est-ce que je veux faire plaisir à l'autre, donc du coup je jouis? Ou est-ce que vraiment c'est mon corps qui jouit? Ce sont des notions intéressantes, mais d'abord, effectivement, être en harmonie avec qui on est. C'est un grand mot, un peu comme ça, tiré par les cheveux, mais c'est pas juste un transport en commun, en fait, le corps. Et puis, bien sûr, on a plein de critères sociétaux aussi, d'ailleurs, qui font que, on s'apprécie plus ou moins, mais je crois qu'il faut savoir se retrouver aussi, se regarder sur toutes les qualités qu'on peut avoir, tout autant de ses défauts, mais arrêter de s'accrocher sur des détails. Et ces détails, en fait, on s'y accroche parce qu'il y a quelque chose qui est pas très fluide chez nous aussi. Donc, j'ai envie de dire, tant mieux, j'ai quelque chose à travailler, à venir regarder pourquoi c'est pas très fluide chez moi. D'accord. Et par exemple, vous conseilleriez, si on n'aime pas une partie de son corps, de voir finalement pourquoi cette partie de son corps on l'aime pas, parce que finalement personne n'est parfait. De toute façon, le corps parfait n'existe pas. Et on ne demande pas à l'autre d'être parfait non plus. C'est ça qui est très étrange. C'est qu'on n'accepte pas son corps, mais par contre on va complètement accepter le corps de l'autre, qui est fondamentalement parfaitement imparfait. C'est rigolo quand même. Et alors vous qui travaillez beaucoup sur le toucher, vous pensez qu'on devrait se toucher plus, se toucher mieux?
Je crois, oui, effectivement, qu'une réconciliation déjà avec soi-même, ça passe effectivement par ce fameux contact, le tactile, le toucher, effectivement de se toucher soi-même. Il y a un exercice que je donne très souvent dans mon cabinet à mes patients, c'est simplement, en prenant une douche, de se laver avec les mains, de choisir un savon dont l'odeur fait vraiment plaisir et de prendre le temps de sentir qu'on est en train de se laver avec ses mains, sur toutes les parties de son corps. Plus de gants de toilette. Plus de gants de toilette. En plus, c'est un nid à microbes. C'est vrai, il paraît que... C'est un objet entre vous et votre corps aussi, du coup, entre vos mains. Donc on n'est pas plus propre. Alors, pour un peu que ce soit un gant de crin, c'est bien de temps en temps, mais pas tous les jours. Mais vous voyez, ce sont ces petits signes aussi qui nous donnent des indices sur comment est-ce que je traite ce corps, mais au final, comment je me traite. Et si je ne me traite pas très bien, comment est-ce que je peux laisser quelqu'un d'autre bien me traiter alors ? Oui, alors si on se lève le matin, on se précipite, on saute du lit, pieds joints, on prend sa douche à toute vitesse, on avale un café ou un thé sans même prendre le temps de le déguster, eh ben, je crois que ils ont intérêt, ceux qui font comme ça, de nous écouter pendant ces 2 heures pour apprendre justement à être mieux dans leur vie, tout simplement. Oui, et ça va pas leur prendre plus de temps. Ça sera le même temps, mais c'est juste qu'ils en seront conscients. Ah, ça prendra peut-être un peu plus de temps quand même. Pas forcément. Vous savez, il y a plein de gens qui passent du temps parce que justement, ils sont pas là. Donc le temps s'évapore et s'étire, mais c'est pas pour ça qu'ils gagnent plus de temps. Ils sont juste pas là. Ils ont pas conscience qu'ils sont en train de prendre un café ou prendre une douche. Et de se lever brutalement. Moi j'ai toujours été étonnée de ces gens qui se lèvent sans prendre le temps, juste déjà de s'éveiller à eux, quoi. Enfin, ouais. on peut pas comme ça passer de la position de sommeil allongée à la position debout. Bien sûr. Enfin, c'est de la maltraitance un peu quand même. Je suis complètement d'accord avec vous, et c'est pas bon pour le cerveau en plus. Il paraît que c'est très mauvais pour le cerveau de se lever brutalement comme ça. Non mais voilà, on voit les chats comment ils s'étirent par exemple. Ça je trouve ça d'une sensualité extraordinaire. Extraordinaire. Parce que c'est souple aussi, vous voyez. Il y a aucun complexe, aucune imagination, aucun blocage psychique. C'est à ça qu'on devrait aller quand même tous, hein, à essayer d'enlever tous ces verrous psychologiques qu'on se met soi-même, que les autres peuvent nous mettre, que la société peut nous mettre. Voilà, faisons sauter un peu tous ces verrous parce que finalement on sera toujours les mêmes, mais on sera moins alourdi. Vous savez, comme ces ponts où tout le monde met son cadenas d'amour, ça alourdit considérablement le pont. Je crois qu'on s'alourdit considérablement justement avec tous ces blocages. Hein. Oui, apprenons déjà donc à se faire du bien, être bien avec soi, et puis ensuite ensemble, prenons le temps aussi de se redécouvrir. C'est ça aussi la sensualité. Ouais, je crois que ça vaut le coup en fait aussi dans notre vie d'avoir recours à ça. Enfin, moi qui fais beaucoup de palliatifs, je me rends compte qu'en fait c'est que ça qu'on emporte avec soi. Les liens qu'on a tissés avec soi, avec les autres, c'est que ça finalement. Donc ça vaut le coup de se pencher sur comment est-ce que je suis avec moi et comment je suis avec l'autre, et puis après les autres en général. Du sensuel, ouais, c'est de la poésie. Et c'est d'ailleurs votre site, le lien au cœur du soin.com. Sandy Boulanger est avec nous. On va essayer de vous guider sur ce chemin de la sensualité. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sandy Boulanger est avec nous. Vous êtes relaxologue. On évoque la sensualité, la sexualité, et on commence avec Tom. Bonjour Tom. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Tom. Donc tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année, ainsi qu'à toute l'équipe qui vous entoure. Eh bien merci, on prend. Merci, oui. Nous aussi. On vous souhaite des souhaits. Voilà. Et je voulais rebondir sur quelque chose d'essentiel que vous avez dit, Sandy, qui m'a marqué. C'est se mouvoir dans l'espace. Et effectivement, je suis entièrement d'accord avec ça, puisque quand on me demande la première chose que je regarde chez une femme, en fin de compte, c'est son allure. C'est ce qu'elle va dégager quand elle va marcher avant de regarder, soit ses seins, ses yeux, ses fesses, peu importe. C'est ce que son entièreté va représenter. Et effectivement, la sensualité, en vous écoutant, je n'arrivais pas à à la définir comme vous l'avez définie. C'est-à-dire tous les sens, en éveil et tout le reste. Et je m'aperçois en fin de compte que c'est une mouvance en fait. Hein, vous regardez la mouvance de cette femme. Ouais. Je regarde la mouvance. C'est assez juste. Je suis assez d'accord. Hein. Quand on regarde un être, oui. Et moi, c'est vrai que quand vous posez des fois la question aux auditeurs, quelle est la première chose qu'on regarde chez une femme, moi j'ai envie de dire l'allure. C'est vraiment le premier truc qui va me faire me retourner sur une femme, sa démarche. Ça va être ça. Et par exemple, si je devais prendre l'exemple aussi, par exemple, quand on embrasse quelqu'un et qu'on met par exemple la main autour de son cou, de sa taille,
c'est effectivement d'être au contact, comme vous le disiez, avec le toucher, avec la main, mais d'ouvrir sa main, d'ouvrir la paume jusqu'au bout des doigts et de toucher la personne vraiment de l'entièreté de la main pour ressentir le baiser qu'on va donner et ressentir justement la sensualité qui est donnée dans le baiser, c'est-à-dire vraiment le contact, le toucher qu'il y a entre deux personnes. C'est quelque chose que je trouve vraiment formidable plutôt que allez, je t'embrasse à la va-vite et voilà. C'est de faire contact, de faire qu'un avec une personne. Et ça, c'est vrai, je l'associe beaucoup, comme vous le disiez, avec se mouvoir dans l'espace, la mouvance. C'est vraiment un tout. C'est comme quand on embrasse quelqu'un. On m'a dit récemment que quand j'embrassais quelqu'un, j'en ai l'impression que je faisais l'amour à la personne. Donc, ça va, ouais. Vous êtes en paix, là. Vous pouvez. Voilà. C'est pas mal, ouais. Voilà, on m'a dit mais je crois, ça me vient comme ça en vous écoutant, Tom. Je crois qu'en fait, il faut être ouvert dans son corps et il faut savoir accueillir pour être dans la sensualité. C'est pas toujours facile pour beaucoup de gens. Tout à fait. Et puis c'est aussi, il y a des personnes peut-être qui n'accordent aucune importance à la sensualité, qui ne voient même pas forcément ce que c'est. Puisqu'au final, la sensualité, en vous écoutant, c'est tout le temps. C'est en permanence, entre guillemets, puisque ça fait appel à nos sens. Ouais. Vous m'avez bien entendu, oui. Oui, j'ai bien écouté. Mais une démarche chaloupée, effectivement, la manière de se tenir, le port de sa taille, de sa tête ou autre, comment on va regarder quelqu'un avec sensualité ou pas, justement, je te regarde comme ça, ou effectivement, je te regarde et j'appuie quelque chose. Et tout ça, je sais que chez moi, personnellement, ça va faire monter un désir. Si quelqu'un me regarde sans sensualité, ouais. Mais c'est vrai ce que vous dites, Brigitte, aussi, ça dénote de l'espace déjà que vous avez, vous, à l'intérieur, pour accueillir ça. C'est un sentiment de sécurité de base qui quand même vous permet d'avoir cet espace en vous et d'aller le chercher chez l'autre. Il y a une richesse dans votre vocabulaire quand vous parlez de ça, et je crois que ça aussi c'est un signe distinctif quand on arrive à développer les qualificatifs, les tournures de phrases. C'est déjà poétique quand on parle de la sensualité comme ça. Et je crois que c'est vers ça qu'on peut aller aussi quand on a du mal à s'ouvrir à ça. C'est à petit avoir une attention à ajouter de l'adjectif qualificatif. C'est un jeu très simple de je te prends par la taille et je t'embrasse à j'ouvre toute ma paume, que je plaque le long de tes reins, je prends le temps d'inspirer ton odeur et je pose mes lèvres sur les tiennes. Vous voyez, c'est un processus aussi. C'est tout à fait possible en passant par des micro-étapes comme ça pour aller vers du plus en plus ouvert, oui. Et ça, comme vous le disiez, effectivement, il faut peut-être avoir effectivement l'espace pour le recevoir. Il faut faut aimer ça, il faut être sensible à ça. Je rajouterais peut-être la sensibilité à la sensualité. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très, très, très important. Et c'est vrai que j'insiste beaucoup sur un regard, un toucher, une parole, la manière dont c'est dit, la manière dont c'est fait. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, va générer ce désir que je vais avoir pour la personne. Une personne qui peut être peut-être habillée sexy, tout ça, et qui ne dégage aucune sensualité, sauf si je suis en manque et que, voilà, dans ce cas-là... c'est moins poétique, voilà, tout à fait, c'est pour le sexe. Alors après, je ne parle pas, effectivement, quand on a vraiment une grande envie sexuelle. Non, mais attendez, on peut de temps en temps assouvir une pulsion sans y mettre les formes, et qu'importe, c'est pas... Et puis il n'y a pas toujours de sensualité non plus dans la sexualité, c'est un tout. Pour moi, en tout cas, on va dire que la sensualité, ça peut être un des préliminaires de la sexualité. Mais le primitif, la sexualité comme ça primaire, un peu j'ai envie de dire du jaguar ou du lion, a quelque chose de très sensuel aussi. C'est pas forcément non plus. Je crois que ça peut aller se chercher dans des petits détails, dans une façon de se regarder, et dans cette sécurité justement de pouvoir aller s'ouvrir. Je pense parfois à certaines personnes qui sont très pudiques. En extérieur, devant les autres, elles peuvent avoir d'ailleurs une démarche un peu rigide, mais finalement dans l'intimité se retrouvent d'une grande sensualité, mais ce n'est que au moment de la sexualité que ça va pouvoir se partager. Donc des fois c'est cloisonné aussi entre le personnage public que l'on peut être et le personnage privé, mais vraiment privé dans juste un moment de rencontre intime. De même qu'il peut y avoir en effet des personnes qui sont très dans la sensualité avec elles-mêmes et puis qui sont complètement bloquées à cause de peut-être un traumatisme ou que sais-je, de toute façon. Mais ce qui est important, c'était un peu ce que je disais en introduction, en introduisant le sujet. C'est qu'en fait, à deux, si on développe la sensualité, la sexualité, on améliorera ses relations sexuelles. Sinon, on risque en effet de les appauvrir.
Oui, parce que on va faire toujours l'amour de la même façon. Hein. C'est ce que vous dites, hein, Tom. Hein. C'est que voilà, des fois, vous avez envie de faire l'amour de façon un peu plus triviale. Voilà, je cherchais le mot. Merci, Brigitte. Et puis d'autres, c'est plus poétique et sensuel. Et la sensualité ne prend pas non plus 5 heures. Hein. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de se couper du monde 48 heures. Mais c'est bien de changer, de varier. Et ces variations, elles sont dues justement à cette capacité d'avoir une possibilité à l'intérieur de soi de changer de gamme, de changer de recette. Voilà. Oui, eh ben merci Tom en tout cas de ce témoignage parce que bon c'est important puisque vous êtes un homme, donc les hommes aussi. Bien sûr, vous avez vu, hein, ouais. sont capables de sensualité. Alors on va faire une petite pause et puis vous aussi venez témoigner au 0826 300 300. On est avec Sandy Boulanger et puis on va continuer à avancer sur ce chemin de la sensualité. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sandy Boulanger, nous retrouvons Flore Chéri. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy, bonjour, bonne année. Merci. Merci, vous aussi. Beaucoup d'amour et d'humour, c'était un peu mon slogan cette année. Alors, on va connaître le jour où il y a le plus de connexions sur Tinder. Vous avez une idée, Sandy Boulanger? Pas du tout, non, je dirais le vendredi soir. Alors, je ne sais pas, peut-être le 31 décembre. Précis, voilà, c'est une date, c'est plus qu'un jour de la semaine, c'est une date. Pas très loin, Brigitte, vous n'êtes pas très loin. Le 1er janvier, chiffre, alors. Évidemment. Pas très loin. Il arrive dans 2 jours, ce jour où il y a le plus de connexions, ça sera le dimanche 7 janvier. Alors, je vous explique tout. Tinder publie chaque année sa statistique de visibilité et il y a un jour dans l'année qui systématiquement explose les scores. Il s'agit du Dating Sunday, c'est-à-dire le premier dimanche de janvier. Ce pic d'activité, il aura donc lieu dans 2 jours, le dimanche 7 janvier, et plutôt le soir, entre 19h et 22h. Et si les statistiques restent les mêmes que l'année dernière, Tinder enregistrera 10% d'inscriptions de célibataires en plus, 22% de messages seront envoyés en plus et les utilisateurs répondront en moyenne avec 20 minutes de plus en rapidité. Alors pourquoi ce dimanche est-il particulièrement prisé par les célibataires? Déjà, il y a l'espoir apporté par la nouvelle année. On a envie de croire à un nouveau départ, à se remettre sur de bons rails, à entamer de nouvelles résolutions. Et puis, il y a eu toute la période de fête de fin d'année que l'on a certainement passé seul avec les inquiétudes de ses proches sur son avenir amoureux et on est plus motivé que jamais à leur présenter quelqu'un. Et puis les jours, mine de rien, rallongent petit à petit et ça peut influer sur notre mental et nous mettre dans de bonnes conditions. Alors ce fameux Dating Sunday, ce dimanche fabuleux. Et donc c'est toujours le premier dimanche du mois de janvier? C'est toujours le premier dimanche du mois de janvier et ça, c'est depuis au moins 5 ans. Il apparaît quand même dans un contexte où les utilisateurs désertent de plus en plus les applications de rencontres. Notamment, les recherches Google pour annuler Tinder ont augmenté de 35% en 2022. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a plus d'utilisateurs, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a de plus en plus de latitude sur la rencontre en ligne, en particulier la rencontre en ligne rapide. Si vous êtes quand même dans ce cas, c'est-à-dire que vous avez prévu de vous inscrire prochainement sur une application de rencontre, voici quelques petits conseils grâce aux statistiques de Tinder pour optimiser votre profil. L'idéal est de présenter 5 photos, dont une photo en portrait et une photo de plein pied. La biographie, le petit texte, vous savez, de présentation, il doit être ni trop long ni trop court, entre 15 et 45 mots. Et bien sûr, plus vous êtes explicite sur vos intentions de rencontre, plus vous avez de chances de matcher avec les autres utilisateurs. Voilà, oui, il faut bien être clair sur ce qu'on attend d'une rencontre. Alors, ça peut être une petite phrase qui oriente en tout cas l'intention de rencontre, mais ça optimise le match dernier. Donc voilà, je voulais souhaiter à tous vos auditeurs un bon courage pour ceux qui entament 2024 avec la bonne résolution de trouver une relation saine et sereine. Et pourquoi pas d'écouter Brigitte Lahaie sur Sud Radio tous les jours pour avoir tous les bons conseils pour vous accompagner dans cette recherche. Mais c'est toujours, Flore Chéri, c'est Tinder qui fait qui a le plus de personnes qui cherchent à rencontrer quelqu'un, parce que il y a quand même des sites comme Mythique qui marchent encore très très bien, hein. Je suis tout à fait d'accord. Là, c'était les statistiques que Tinder venait de publier pour expliquer pourquoi il y avait ce dimanche béni en janvier. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a plein de sites de rencontres concurrents. Donc là, vous avez cité Mythique qui fonctionne très bien, mais on pourrait citer aussi Happen qui se porte parfaitement bien. Il y a Timeleft qui vient de se lancer aussi, qui fonctionne très très bien. Donc plein de sites de rencontres qui... Glidden fonctionne bien aussi, je crois, hein.
et je lui donne du Tinder aussi. C'est pas les mêmes objectifs. Et tous ces sites de rencontres, on se pique le premier dimanche de janvier. Donc c'était plus ce phénomène-là. C'est l'épiphanie, Tinder a très gentiment publié ses métriques. Et on peut imaginer que sur les autres sites de rencontres, ça va se passer de la même façon. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur Tinder si ça ne vous correspondait pas. Vous pouvez aller sur une autre application de rencontre et il y aura quand même ce boom de célibataires à ce moment-là. C'est intéressant. En tout cas, ce qui est important à dire là, pour ceux qui nous écoutent, allez sur un site de rencontre qui correspond à votre profil et à votre demande, parce que c'est vrai qu'il y a suivant les sites, c'est pas tout à fait le même public. C'est ça. Avant d'y aller, il faut se renseigner. C'est comme tout. Quand on expérimente quelque chose, il faut connaître les codes, les règles. Sinon, on risque d'être un peu décalé. Ouais. Et avant même de connaître les codes, je pense qu'il faut être clair sur le type de recherche que l'on souhaite. Et c'est vrai qu'en fonction du site internet... Flore chérie, je suis bien placée pour savoir que les gens ne sont pas toujours très clairs sur ce qu'ils recherchent. Cela étant dit, si on se fie à tous les témoignages que j'ai entendus ou même les confidences que j'ai reçues dans ma vie, entre le moment où on rencontre quelqu'un et le moment où ça flash, c'est quand même très surprenant. C'est-à-dire que parfois, moi je pense encore à une amie qui a rencontré quelqu'un sur Mythique d'ailleurs, au mois de novembre. C'était pas tout à fait ce qu'elle aurait voulu rencontrer et pourtant ça a matché et ça le fait et ils sont tous les deux amoureux, etc. Donc heureusement la rencontre amoureuse, ça reste encore un mystère. Oui, encore et toujours. Mais enfin, vivement ce week-end alors du coup. Il n'y a pas que la galette des rois. Il y a aussi trouvé son partenaire de soirée ou de vie. Son roi ou sa reine. Voilà. Sachant que ce fameux pic, ce fameux boom, donc il explose dimanche prochain, mais il va continuer jusqu'au 14 février. C'est vraiment les grandes périodes de l'année où il y a le plus en plus de célibataires qui cherchent des gens. Ah ça va, on a un peu de temps alors quand même. On va s'agiter juste sur un week-end. Ça va Flore, merci. Vous nous avez fait peur. Ah oui, mais les meilleurs, c'est peut-être le 7 janvier, Sandy. Il faut peut-être s'inscrire tout de suite là. Bon, à 16h, je sais ce que je fais. Merci Flore chérie, merci beaucoup. En tout cas, si vous avez envie de fantasmer un peu plus, vous pouvez aller sur le site de Flore, mysweetfantasy.com, et puis bien sûr vous retrouvez aussi Flore sur union.fr. Alors, on a Antoine qui est avec nous. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Bonjour. Allô ? Oui, bonjour. On vous entend très bien Antoine. Est-ce que vous avez déjà été sur un site de rencontre ? Sur un site de rencontre, il y a très longtemps. Ouais. Mais bon, ça m'avait pas trop... En fait, les rencontres que j'avais faites, elles m'avaient pas trop emballé, donc j'ai vite arrêté. D'accord, mais vous avez rencontré des femmes grâce à un site de rencontre ? Oui, j'avais rencontré assez facilement en plus. C'était assez facile. Et après, j'ai vite coupé court à ce type de rencontre. Et rencontrer plus ou pas ? Et plus, oui, non, plus. Jusqu'où va la rencontre ? C'est une grande question existentielle. La rencontre était complète dans ce sens. D'accord, abouti, on va dire. Oui, complètement. Pour pas aller poliment, d'accord. Totalement. D'accord. Mais c'était pas ça que vous cherchiez une vraie rencontre. Mais c'est-à-dire que c'était plutôt en termes de physique que ça correspondait pas trop à ce que je recherchais, quoi. Malgré ce qu'il avait annoncé. Vous voyez comme quoi, 5 photos ne suffisent pas. Complètement, non, mais c'est ça. Donc, non, vraiment. Et souvent, ça correspond pas en plus aux réalités. Et puis, bon, après, je me prenais pas trop la tête avec ce. Donc, j'étais assez gourmand à ce moment-là et je me prenais pas trop la tête. Mais par contre, je savais que je n'allais pas m'investir dans une relation approfondie. D'accord. Bon. Et alors justement, deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans une relation qui vous convient bien ? Alors là, vous avez... Ah oui, bon, vous avez dans le mille la personne qu'il fallait pas interroger, parce que j'ai eu, et là je suis donc célibataire actuellement, une relation mais des plus toxiques qu'on peut imaginer, à tel point que j'en ai écrit un livre. D'accord. Ah ben écoutez, vous auriez peut-être dû rester sur le site de rencontre alors. Mais je l'ai regretté. J'ai regretté ce type de relation. Justement, c'est au moment où j'ai voulu justement m'assagir, où je me suis dit bon ben non, il est grand temps maintenant de passer à des choses plus sérieuses. Ouais. Et ben j'ai regretté mon choix parce que c'était la relation des pires qu'on peut même pas imaginer. Mais alors j'imagine ça a été un coup de foudre.
Ben, ça n'a même pas été un coup de foudre, le pire. Alors ça a été une attirance physique. Voilà, on va dire ça comme ça. Pas un coup de foudre en termes une attirance physique très forte. Justement, oui. En général, quand on tombe sur quelqu'un de toxique, c'est qu'il y a quand même eu quelque chose de fort au départ. De passionnel, oui. Complètement, mais c'était totalement physique et la personne répondait réellement à toutes mes attentes avec beaucoup justement d'investissement d'ailleurs de sa part. J'étais étonné et j'étais étonné, non, j'étais ravi, je veux dire, mais je me suis rendu compte très rapidement que je m'étais fait piéger dans quelque chose de beaucoup plus grave que ce que j'avais imaginé. Et je vous dis à tel point que j'avais écrit un livre. D'accord, mais enfin vous semblez être sorti de ce tunnel. Oui, mais j'ai quand même un mental. Oui, justement. On a l'impression. Oui, complètement. Et alors, dernière question, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme ? Au niveau physique ou parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a quelque chose qui est dans de l'ordre. Justement de ce qui n'est pas physique, c'est-à-dire quelque chose qui vous attire particulièrement, ça peut être dans le regard, ça peut être dans beaucoup de choses, et si par contre c'est physique, là ça va être la poitrine et les fesses. Oui, bien sûr. C'est embêtant, au mois de janvier, elles ont des gros pulls et tout, on voit pas mais bien. Quand même, ça nous laisse quand même deviner. Des fois, trop de déballage enlève justement l'imagination. Donc, c'est bien aussi de découvrir. D'accord. Eh bien, je vous laisse poser une question à Sandy Boulanger. Elle vous écoute, allez-y. Justement, ma question était quels sont les points sur lesquels les hommes en général devraient travailler pour augmenter leur sensualité vis-à-vis de la gente féminine. Il y a des points où nous on n'est pas trop, on est moins attentif qu'une femme qu'une femme ne peut l'être. Et donc il y a des points peut-être que je sais pas moi. Pour les uns ça peut être je sais pas. Donc qu'est-ce qui en général fait que l'homme a quelques lacunes dans ce sens de l'attraction féminine. Alors, c'est une question très vaste que vous me posez et en même temps, j'ai envie de vous dire deux choses. La première, c'est ce que l'on peut voir assez fréquemment chez les hommes, parce que je vous disais que la sensualité, c'était pas plus féminin que masculin, donc je vais pas revenir sur ce que je vous disais, j'y crois. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est que souvent, les hommes ont un bassin assez rigide. C'est-à-dire que c'est un peu coincé au niveau du sacrum et que du coup la sensualité, elle reste un peu rigide au niveau de la mouvance, justement. Donc la première chose qu'on peut essayer de faire quand on est un homme, c'est vraiment de pouvoir assouplir ce bassin, cette colonne vertébrale, pour que lorsque l'on marche, on puisse avoir cette fluidité. Donc ça ne veut pas dire qu'on roule des fesses, ça veut dire que c'est assez fluide, c'est plutôt relâché, sans que ce soit non plus avachi. Mais voilà, cette sensualité, elle peut déjà se faire dans la façon de se déplacer. Et généralement, c'est effectivement au niveau des dernières lombaires et du sacrum que ça coince chez les hommes. Vous validez ou pas? Ouais. Alors, ce que je veux dire, c'est que me concernant moi, c'est ce que j'apprends, c'est que la gente féminine est attentive à notre comportement. Mais pour moi, ce qui me concerne au niveau justement de la souplesse du bassin, je suis très très souple dans ce domaine, dans la mesure où je suis prof de kickboxing, danseur oriental, danseur dans tous les sens, ce qui fait que mon bassin en général il est assez je me retrouve pas dans les défauts dans ces défauts généraux chez les hommes, oui. Ouais. Voilà. Mais c'est important ce que dit Sandy, parce que quand il y a des mouvements de bassin lors du coït, c'est sûr que si l'homme a un bassin plus fluide, plus souple, ça va être plus intéressant et moins saccadé que si le bassin est très rigide. Je dis pas ça pour vous, Antoine, évidemment. Non, mais justement, ce que je veux dire, c'est parfait. Donc, enfin, moi personnellement, évidemment que la souplesse du bassin, donc je m'inquiète pas par rapport à ça, puisque mon activité physique me permet donc de le travailler régulièrement. Mais par contre, là où ça m'apporte, c'est justement de voir qu'en effet, c'est une chose que j'étais pas trop certain que la gente féminine avait ce regard plus attentif sur notre gestuelle, sur notre. Ça, par contre, c'est important. J'ai le temps aussi de vous donner le deuxième point, du coup, c'était dans un autre registre, parce que je voulais pas faire que du physique. Il est courant parfois que les hommes, lorsqu'ils écoutent des problématiques ou ils écoutent ce qu'une femme a à dire, ils soient dans donner des solutions.
fais ci, fais ça. Quelque chose de très sensuel aussi, c'est de pouvoir être présent, d'écouter et de simplement pouvoir prendre dans les bras l'autre sans lui donner des solutions de tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ou mais non, t'as pas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, complètement, mais là, par contre, je vous retrouve totalement, ouais. Là, en effet, ça serait plutôt, ma question se situait beaucoup plus sur ce terme plutôt de la relation humaine que de la relation physique. Mais en effet, c'était quelque chose qui me semblait logique, mais qui m'apporte beaucoup dans le sens où vous confirmez ce que je pensais. Vous voyez, la sensualité, c'est ça, hein, c'est du comportement, c'est du physique, et puis c'est aussi du verbal, c'est de l'état d'esprit, c'est de la philosophie, hein, c'est toutes les facettes de la sensualité. Parfait. Eh bien voilà, Antoine. Écoutez, je vous remercie pour vos réponses. Merci à vous et merci de votre bonne humeur et de votre joie de vivre qui transparaît vraiment dans votre voix et qui était bien agréable à entendre à l'antenne. Merci beaucoup, Antoine. Et puis vous avez compris, hein, c'est dimanche qu'il faut vous inscrire sur un nouveau site de rencontre. Mais c'est entendu. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, au moins pour, je vais pas le dire, ce serait vulgaire. Merci. mais je l'ai compris. J'imagine, je vous fais confiance. Merci Antoine. Alors, on va se retrouver dans un instant avec vous, bien sûr. Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous avez des questions à poser à Sandy sur ce qui pourrait vous rendre plus sensuel. Peut-être qu'on commence bien l'année, justement, avec cette idée d'être un peu plus sensuel, pas uniquement d'ailleurs sous la couette. J'ai bien compris. C'est dans la vie de tous les jours et c'est peut-être aussi une ouverture. Moi, j'aime bien cette image aussi d'ouverture. J'ai bien aimé l'idée de la mouvance, mais je trouve que l'ouverture aussi, c'est quelque chose qui laisse à penser qu'on est plus dans la sensualité. Oui, c'est une bonne résolution, c'est vrai. Eh bien, on va voir dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sandy Boulanger nous invite à la sensualité aujourd'hui. Vous êtes relaxologue, sexothérapeute et vous êtes également créatrice de ce site lelienaucoeurdusoin.com. Et nous avons Soélie qui nous rejoint. Bonjour Soélie. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Soélie, bonne année à vous. Oui, merci, meilleurs vœux, santé, bonheur. Merci. Exactement. Et vous êtes donc libertine. C'est intéressant de voir si justement les libertins sont sensuels. Tiens, ça m'intéresse. Soélie, qu'est-ce que vous en diriez? Alors, je le suis que depuis très peu, on va dire 1 an, suite à pas mal de déceptions amoureuses. Et on va dire que ce soit mes anciens compagnons ou mes nouveaux camarades de jeu, chaque fois j'ai la même réflexion, qu'est-ce que tu es sensuel? Voilà. Donc je suppose que tout va bien de ce côté-là. Donc vous êtes sensuel, oui. Voilà, ils aiment ma façon de bouger mon corps, de le bouger avant, pendant, après, voilà. On revient sur l'idée de la mouvance, Soélie nous parle de la manière de bouger son corps. On voit bien qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'espace que votre corps épouse. Oui, alors justement, Sandy disait tout à l'heure que chez l'homme, c'était justement sa façon de bouger le bassin, et justement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure au standard, c'est que effectivement un piqué, c'est pas génial quoi. Un homme qui fait piquer, qui bouge pas trop, c'est pas, j'apprécie pas trop non plus quoi. C'est pas génial quoi. J'aime sa façon de bouger. Pour moi, effectivement, un homme est sensuel quand il bouge bien son bassin, effectivement, et surtout sa sensualité se retrouve aussi dans sa façon de me faire des caresses aussi pendant l'acte, avant, après, voilà. J'aime ce côté délicatesse des caresses aussi. Oui, c'est vrai que ça va avec, et puis ça va crescendo aussi, cette sensualité. Puis je rajouterai un autre élément dont on n'a pas encore parlé, mais qui est aussi essentiel, c'est cette façon de murmurer des choses à l'oreille. Oui, aussi. La voix, une voix. Voilà, une voix qui se pose. Un regard aussi. C'est ça. Le regard, la façon de poser le regard aussi, j'adore. Et vous voyez, ça c'est homme comme femme, cette façon de poser sa voix, déjà, un peu plus bas, c'est quelque chose de très sensuel.
tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. De toute façon, il y a des voix sensuelles et des voix qui ne le sont pas. Hein. Ça, c'est quand la voix est un peu haut perché, c'est pas très sensuel. Hein. Non, c'est sûr, mais ça se travaille aussi, hein, cette voix. Et vous voyez, par rapport aux libertins, est-ce qu'ils sont plus sensuels ? Vous nous dites que vous l'êtes, et puis on l'entend aussi, on l'imagine bien. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que peut-être pas tous les libertins sont sensuels non plus. Ça dépend ce qu'on va chercher aussi, hein, même si effectivement c'est assez codé. Tout le monde n'est pas forcément très alerte sur cette sensualité. Par contre, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la beauté, de la relation, des rencontres, qui fait qu'effectivement, ça peut être déjà un peu plus ouvert que lorsqu'on est un couple exclusif et peut-être moins joueur. Dans le libertinage, c'est ce que vous disiez aussi. C'est ce jeu, voilà. C'est quand il y a accès aussi à cet imaginaire et à ce jeu, il y a quelque chose de plus poétique qui se développe. Donc finalement, oui, peut-être. Est-ce que les libertins sont pas un peu plus sensuels déjà ? Je suis pas sûre, moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Soélie. Je suis pas sûre parce qu'en fait, avant, je l'étais pas du tout et j'avais quand même cette sensualité quand même. Oui, mais parce que la sensualité, c'est quand même un peu en amont de la sexualité. Et quand on est libertin, on y va pour du sexe, en fait. On n'y va pas pour danser la danse des 7 voiles. Hein. Ah zut, ah bon ? Après, je vais pas en club. C'est des partenaires comme ça que j'ai rencontrés. On va dire quand je dis que je suis libertine, voilà, j'ai plusieurs amants, ils le savent et ça s'arrête là. Ah oui, vous n'êtes pas tous ensemble. Vous êtes pas. Alors c'est peut-être plus, vous êtes polyamoureuse alors, ouais. Plutôt que libertine. Je dirais pas que j'ai des sentiments non plus, mais... mais polyamour n'est pas non plus des sentiments. C'est parce que dans le libertinage, il y a quand même cette façon d'être à plusieurs. Même si on ne fait pas l'amour avec les autres, mais il y a aussi ce côté de je vois et je joue avec les autres et d'être entouré. Ça arrive qu'avec un partenaire, on aille chez un autre couple. Voilà, ça arrive aussi. Oui, d'accord. Vous êtes libertine, mais dans des soirées privées. Oui, voilà. Effectivement, pas. Oui, privé, complètement privé, oui, tout à fait. Et vous y trouvez votre compte parce que vous nous avez dit que vous y avez été à cause de déceptions amoureuses. Ça vous convient bien ? Vous avez l'impression que c'est un moment comme ça que parce que vous avez envie de ne pas renoncer à la sexualité en attendant de rencontrer quelqu'un ? Déjà, j'ai pas envie de renoncer à la sexualité parce que j'y trouve beaucoup de plaisir et un plaisir différent suivant les amants. Certains, justement, savent jouer avec ma sensualité et connaissent les petits points qu'il faut caresser délicatement, même ne serait-ce qu'effleurer des parties de mon corps. Et là, ça réveille encore plus ma sensualité. Donc, voilà, c'est en fonction de ce que chacun m'apporte, quoi. J'aime varier les plaisirs, on va dire. Chacun est très très différent et j'aime beaucoup ça, quoi, en fait. Mais vous espérez finir par rencontrer quelqu'un ou au contraire vous êtes tout à fait épanouie dans cette façon de vivre votre sexualité ? Eh bien, j'avoue que j'ai trouvé un sacré épanouissement. Ouais, je me suis épanouie énormément dans cette façon de vivre parce que j'aime tellement ma liberté qu'en même temps, en couple, je pense que j'ai du mal, quoi, parce que privé de ci, on fait pas ci, fait ça. Oui. Vous avez du mal à vous remettre de ce que vous avez vécu. Parce que tous les couples ne sont pas comme ça. Toutes les formes de couple ne sont pas comme ça. J'avoue, j'ai fait des répétitions. D'accord, oui. Vous avez quel âge aujourd'hui, Soélie ? 45 ans. D'accord. Moi, je trouve ça intéressant, votre témoignage, parce que c'est vraiment c'est quelque chose d'assez nouveau qu'on n'aurait pas entendu il y a 20 ans. Et vous n'êtes pas la première, hein, des femmes qui sont libres et qui sont capables d'assumer leur sexualité et qui sont donc libertines pour elles-mêmes, pour avoir une sexualité libre avec des hommes qui, en général, sont quand même souvent plutôt de meilleurs amants que ce qu'on peut rencontrer sur les sites de rencontres, hein. Et je trouve ça intéressant parce que ça montre quand même qu'il y a une vraie libération pour les femmes. Oui, j'avoue, et puis ça me convient. Voilà, c'est vrai que avant, je mettais un frein, je voulais être absolument amoureuse pour avoir un rapport. Et c'est vrai que tant que j'avais cette barrière-là, je ne prenais pas de plaisir avec un homme
Voilà, s'il n'y avait pas les sentiments. Et une fois que j'ai eu levé cette barrière, oh là là, au contraire. Mais oui, mais vous voyez, en plus, ça peut vraiment vous aider dans justement toutes ces répétitions de couple que vous aviez vécues, où peut-être qu'un jour vous ferez couple, alors déjà de quelle forme on ne sait pas, et que ça ne sera plus justement un enfermement, mais parce que vous êtes en train de vous trouver vous-même. Oui, je l'espère. Peut-être, oui. Je renonce pas forcément, mais là, dans l'immédiat, non. Je profite. Vous avez bien raison. En tout cas, ça a l'air de vous convenir et vous êtes heureuse et c'est ça qui compte. Merci en tout cas de votre témoignage, Soélie. Merci beaucoup. On va continuer évidemment dans la deuxième heure à évoquer la sensualité, mais comme toujours, il y a une petite devinette. Alors écoutez bien, Sandy Boulanger, vous pourriez arriver à trouver la réponse, je pense. Qu'est-ce qui plaît le plus aux bébés et aux hommes? Vous pouvez réfléchir le temps des infos et me donner la réponse tout de suite après. En tout cas, vous avez envie de réagir, si vous avez des questions à poser à Sandy Boulanger, vous nous appelez au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Quelles sont les différences entre le sexe, la sexualité, la sensualité? On en parle avec Sandy Boulanger qui est avec nous, sexothérapeute. Et vous pouvez vous aussi bien sûr expliquer quelle différence vous faites ou bien peut-être poser vos questions. Et si vous avez envie de nous rejoindre sur Sud Radio, c'est le 0826 300 300. On a Michael qui est avec nous, mais d'abord je voudrais la réponse à ma devinette. Qu'est-ce qui plaît le plus aux bébés et aux hommes? D'être repus. Et ben comment ils sont repus, les bébés? Par le lait, l'allaitement. Et comment? Par les seins. Et ben voilà. Pour une fois que je trouve, mon sang, mais on démarre bien l'année. Je vous aide un peu, mais vous avez trouvé, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui plaît le plus aux bébés et aux hommes? C'est les seins, bien sûr, la poitrine, plus exactement, pour utiliser le terme qui serait le plus adéquat. Michael, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Michael. Oui, bonne année à vous. Merci, idem. Merci. Moi, du coup, je serais un petit peu à l'inverse de tout ce que j'ai pu entendre. Parce que moi, alors, je suis quelqu'un qui est très sensuel, j'aime le contact peau à peau. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et ma compagne, par contre, elle est vraiment à l'inverse. Elle est pas du tout trop, enfin, elle est pas spécialement câline. Et même dans les moments, je dirais, où on est vraiment tous les deux dans l'intimité, elle est plus dans le genre, un peu brutal, on va dire. Voilà, elle n'est pas trop dans cette recherche de douceur. Alors brutal, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, elle préfère aller directement dans du sexe. Et voilà. Tout ce qui est préliminaire, caresse, toucher, etc., ne l'intéresse pas, c'est ça? Voilà, alors c'est plus dans les caresses, c'est pas tant dans les préliminaires, c'est plus vraiment ce contact, je te fais un câlin, je te prends dans les bras, je peux te dire des mots doux, c'est vraiment ce contact peau à peau que moi j'apprécie énormément, même dans la journée, pas forcément, je vais juste la prendre dans les bras et la câliner. Si ça dure plus de 5 secondes ou 10 secondes, ça commence à la gonfler. Ça l'énerve un peu. Voilà, j'entre trop dans son intimité, on va dire. Voilà, et elle a besoin de cet espace. Et moi, c'est quelque chose qui pourrait me manquer, par exemple. Ben oui. Alors après, vous savez, il y a cette histoire des 5 langages d'amour de Gary Chapman. Donc un des langages, c'est effectivement le toucher, la sexualité, que tout le monde n'a pas. Donc on a tous au moins un langage privilégié. Donc le vôtre, visiblement, c'est le toucher, pas chez elle, mais il y a d'autres choses sur lesquelles vous allez vous retrouver. Effectivement, quand on a comme ça un décalage dans le couple, et vous savez, en fait, c'est très fréquent que dans le couple, on ait ce décalage par rapport au toucher ou à l'envie de sexualité. C'est très très fréquent qu'on n'ait pas du tout les mêmes niveaux. Mais j'ai l'impression qu'en revanche, la sexualité fonctionne bien dans votre couple. Oui, de ce côté-là, franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre. Ça marche très 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 bien. Oui. Elle a juste du mal. Alors, c'est intéressant parce que ça dit forcément quelque chose, mais peut-être que vous avez dit qu'elle se sent un peu envahie dans sa sphère, comme si quelque part le rapport à l'autre, ça sert pour avoir du plaisir et du sexe. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui. En fait, en plus de ça, je dirais, elle n'a jamais, dans toute son enfance, sa mère n'a jamais été très câline avec elle, contrairement à moi. Moi, c'est que dans ma famille, on a toujours été très très câlin. Dans sa famille, ça n'a jamais été le cas.
Alors ça, c'est vrai que on vient de là, hein, tous. C'est-à-dire que si on est dans une famille où on se touche pas, on a du mal avec ça. Et si on est dans une famille où on est très touche-touche, on va rechercher ça. Après, c'est de comprendre pourquoi elle a pas réussi à dépasser ça, alors que vous, visiblement, vous en avez besoin. Alors, je dirais ça évolue, parce que là, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble. Oui. Quand je l'ai rencontré au départ, c'était très très dur. Aujourd'hui, on arrive elle arrive facilement à me prendre d'elle-même dans ses bras. C'est pas encore au point où moi je voudrais. Mais bon, voilà, je prends la commode. Je me dis, voilà, dans 5-6 ans, ça ira encore mieux. Oui, c'est vrai. Quelles sont ces autres formes de sensualité au quotidien ? Alors c'est peut-être dans le regard, les regards, les sourires, je viens, je t'effleure, ou je te passe la main dans les cheveux, des choses comme ça. Et par exemple, est-ce qu'elle est très gastronome ? Alors elle adore bouffer. Non, je vais parler de gastronomie, je vais pas parler de bouffe, Michael. Justement, il y en a peu dans l'assiette, mais on s'en régale quand même. Ah oui, non, ça j'avoue. Ce côté-là où elle a une bonne descente. Et puis elle adore manger. Tu vois, elle est gourmande, elle est gourmande, elle aime faire la cuisine, elle aime... Tout à fait. Ah oui, c'est une très bonne cuisinière par contre. Oui, donc elle a quelque chose de l'ordre de la sensualité. Elle a juste une difficulté parce qu'elle n'a pas appris avec le toucher. Et vous avez des enfants ? J'en ai 2, mais pas avec elle. D'accord. Et avec vos enfants, est-ce qu'elle est capable d'être dans la tendresse, dans le toucher ou pas ? C'est difficile, très difficile. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose qu'elle n'a pas appris et c'est ça. Qui visiblement la dérange. Alors faudrait si vous êtes votre couple a l'air d'aller bien, donc c'est peut-être pas la peine de se poser les questions, mais il faudrait peut-être qu'elle puisse formuler ce qu'elle ressent quand justement elle se sent envahie par votre manière de la toucher. Ah, pour voir un peu ce qu'il y a derrière à ce moment-là, en fait. Oui. D'accord, voir un peu l'émotion ou ce qui pourrait se cacher, à quoi ça la renvoie. Effectivement, je n'avais pas pensé à ça, mais oui, effectivement, c'est une très bonne chose. Oui, parce qu'en fonction de ce qu'elle ressent, il y a une manière d'avancer qui n'est pas la même. Tout à fait. C'est vrai que je n'avais pas vu cet angle-là. Mais effectivement, oui, c'est vraiment à creuser pour le coup. Oui, bien que on sait que c'est dans la prime enfance qu'on apprend à être câlin. Oui, bien sûr. Et effectivement, c'est ce que vous nous dites aussi. C'est que maintenant, depuis 7 ans, voilà, ça évolue quand même. Mais c'est vrai que pour que ça puisse continuer à évoluer encore plus, il faut effectivement essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Ouais. Parce qu'on se sent pas tous envahis quand on est touché par l'autre. Je pense qu'il y a quand même une question de sécurité qui est intéressante à creuser. Dans le fait que alors maintenant on peut toujours comme ça extrapoler, imaginer que quand vous la prenez dans vos bras, etc., elle se sent un petit peu envahie, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle se sent en danger, et en danger de quoi ? Vous voyez, c'est ça qui est intéressant à creuser. Ouais, je vois un peu ce qu'il faut creuser, quoi, du coup. Et puis vous avez visiblement compris qu'il faut y aller à petite dose et tranquillement, donc je pense qu'on n'a rien à vous apprendre. Oui, parce que là, si je sais que si j'y vais franco ou pour la brusquer, voilà, ça va se dégager. Oui, bien sûr, oui. Aujourd'hui, non. Il y a quelques temps, enfin, on va dire il y a quelques années, oui, elle ne supportait pas que ça dure 3-4 secondes, c'était vraiment le grand maximum. Mais vous avez dû bien cheminer, vous aussi, quand même, avec tout ça, parce que ça fait travailler sur soi aussi, de se dire 2-3 minutes, et puis 2-3 secondes, puis après, hop... c'est beaucoup, ouais. Oui, mais comme vous êtes sensuel, vous deviez sentir que ça bouillait et qu'elle allait réagir. Donc vous lâchiez la proie, si je puis dire, avant qu'elle se défende. Voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, ça. Je sais pas comment l'expliquer, mais on le ressent en fait. On sent un coup, bon, il faut que tu lâches, quoi. Ouais. Mais c'est ça qui est important et je trouve que c'est ça qu'on peut peut-être encore relever aujourd'hui sur l'émission qu'on fait aujourd'hui, Sandy Boulanger, c'est que quand on est dans la sensualité, quand on est dans un réel toucher à l'autre,
On sent bien si l'autre s'abandonne ou si il résiste. Exactement. C'est une vraie connexion aussi. Hein. Donc c'est d'être connecté à soi, mais aussi à l'autre. C'est très fort, ce que vous dites. C'est tout à fait ça. La sensualité, ça nous permet effectivement de nous connecter à un degré encore un peu plus profond, un peu plus intense. Et donc vous aviez vos antennes, si je puis dire, et vous sentiez bien qu'il y avait une résistance qui pouvait devenir un peu dure. Donc il fallait lâcher avant que. Ouais. Mais vous voyez, le fait que vous lâchiez, ça lui donne confiance à elle aussi, hein, parce que ça veut dire que bon, elle a un sentiment comme ça qui surgit, mais vous êtes très respectueux, vous forcez pas. Mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé chez elle pour que ça se passe comme ça? Ouais, c'est peut-être pas forcément une histoire de maman pas tendre. Peut-être, oui, effectivement. Et c'est vraiment intéressant, et ça, pour le coup, je vais creuser. C'est que la prochaine fois que je se présente, vraiment savoir, en fait, qu'est-ce qu'elle ressent à ce moment-là, à quoi ça la renvoie, en fait. Pourquoi ce rejet, en fait. Oui, parce que vous semblez tout à fait respectueux, donc il y a pas de raison qu'elle se sente menacée, oui, bien sûr. Et parfois ça peut remonter dans les premiers rapports intimes qu'on a eus quand on était plus jeune. Est-ce que effectivement ça a été respectueux pour elle, sa première rencontre amoureuse ou pas? Des fois c'est ça aussi, c'est pas toujours avec les parents. Alors là, vous pourriez presque taper dans le mille, je dirais, parce qu'elle est, en fait, elle a été, abusée lorsqu'elle avait 12-13 ans. Ouais. Voilà. Et pour le coup, est-ce que ça pourrait pas être lié à ça? Je sais pas. Oui. Il y a de fortes chances. C'est-à-dire qu'elle a été abusée, mais on a commencé par la prendre dans ses bras. On a commencé. On a certainement. Oui, ça commence comme ça, oui, bien sûr. Donc, on pose la main sur la cuisse et puis ainsi de suite. C'est ça, oui, mais de toute façon, les prédateurs ont cette manière de faire. Hein. Ils y vont par petites touches et en général, l'enfant ne s'en méfie pas trop, puisqu'au départ, c'est plutôt de la tendresse. C'est pas des gestes sensuels, c'est soi-disant de la tendresse. Mais c'est une manière d'hypnotiser leur proie, en quelque sorte. Bon, vous avez une réponse, Michael. Mais vous avez eu l'intelligence du cœur, bravo. Ouais, bravo, ouais. Parce que c'est vrai que tous les deux, en fait, vous cheminez avec ça. Et c'est parfois long de se réparer de ça, même si on se dit que c'est bon, c'est loin. Mais le corps, lui, il n'oublie pas. Et des fois, il met du temps. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, là, elle va sur ses 28 ans. Donc ça fait, on y a déjà 15 ans. Mais ça reste toujours très frais. Ouais. Surtout si elle n'a pas pu tellement travailler dessus, bien sûr. Mais bon, je pense qu'avec vous, elle s'apaise et c'est ça qui compte. Bravo, oui. Même quand elle veut en parler, on peut en parler très librement. Je ne vais pas juger ni quoi que ce soit. Bon, ça, je suis plutôt là dans l'écoute. Bien sûr. Et malheureusement, Michael, vous pouvez lui dire, si jamais un jour vous avez l'occasion de lui dire que malheureusement, elle fait partie de ces nombreuses femmes qui ont subi ça. Oui, c'est vrai, oui. Mais elle a de la chance que vous soyez justement avec vos antennes, que vous soyez compréhensif, à l'écoute et que vous forciez pas. C'est très très réparateur votre comportement. Merci. Merci à vous de votre témoignage, c'est vraiment chouette. Et merci de ce témoignage, en effet, Michael. Eh bien, on va faire une petite pause et puis on va continuer, bien sûr, sur ce chemin de la sensualité avec vous, Sandy Boulanger, et avec vous au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sandy Boulanger est avec nous. On parle de la sensualité, de la sexualité. Puis, vous avez raison, Sandy Boulanger. Les hommes sont sensuels, puisque je crois que Baptiste également. Vous êtes comme Michael, beaucoup de sensualité. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Baptiste, bonne année à vous, de sensualité qui renforce effectivement la jante masculine sensuelle. Merci, racontez-nous. Merci à vous aussi. Oui. Alors moi j'étais tout le contraire au début. J'ai une éducation, j'étais plutôt éducation méditerranéenne, donc dans... Des grands gestes, mais pas... Un peu macho? Ouais, un peu macho, mais séducteur. Donc voilà, j'étais dans l'admiration de la gente féminine. Et donc j'étais souvent dans un rapport pulsionnel. Donc vraiment, pas bestial, il faut pas exagérer, pas animal, mais il y avait quand même cette pulsion de vie qui m'attirait chez les filles, et j'étais dans cette intention-là. Et après, avec le temps, aujourd'hui j'ai 42 ans, je me suis assagi, je me suis découvert
dirais pas une hypersensibilité, mais une sensibilité quand même. Donc je pensais que c'était quelque chose que je cachais et que je traduisais par une faiblesse au départ. Alors peut-être Baptiste, mais vous étiez peut-être aussi très habité par votre pulsion, par le pulsionnel et donc parce que bon, j'ai bien entendu que vous étiez séducteur certes, mais vous n'étiez pas un goujat et vous n'étiez pas à sauter sur les femmes n'importe comment. Bon, donc vous aviez peut-être beaucoup de pulsions et puis avec le temps ça se calme un peu et vous arrivez à un âge où en effet on est moins dominé, si je puis dire, par la pulsion. Et donc vous pouvez laisser votre part de sensualité et de sensibilité transpirer. C'est ça qu'on entend aussi derrière la sensualité. Il y a cette facette du sensible. Et puis du coup, ça veut dire qu'il y a cet espace à l'intérieur de soi pour accueillir sa sensibilité et puis surtout être accueilli par l'autre. Parce que de libérer sa sensualité, ça peut être un peu inquiétant, effrayant aussi quand même, comment ça va être reçu. Donc plus vous avez pu vous ouvrir vous aussi à votre côté sensible, sans forcément être fragile. Hein. Le sensible, c'est pas une faille, c'est pas... Oui, c'est pas de la fragilité. Non, pas du tout. C'est de la poésie, ça aussi. Le sensible, c'est quelque chose de très poétique et de très symbolique. Donc petit à petit, vous vous êtes ouvert de plus en plus à cette dimension-là chez vous aussi, peut-être de la confiance, parce que pour montrer sa sensualité, il faut se sentir en confiance aussi. Et puis je crois que vous aimez beaucoup les femmes en fait, donc vous les avez certainement, vous avez pris plaisir à les découvrir, à ce qu'elles aient du plaisir, non ? Oui, j'ai toujours entretenu cette curiosité, hein, c'est vrai. Et ça, à force, plus vous, enfin, je veux dire, parce que quand un homme aime les femmes, quand un homme est un homme à femme, pour prendre une expression qui est assez imagée, en général, c'est d'abord parce qu'il les aime et donc il les observe et au fur et à mesure de ses expériences avec les femmes, il apprend à mieux les servir, si je puis dire. On s'ajuste, on s'adapte. Oui, bien sûr, vous apprenez à être un meilleur amant, parce que ce qui vous fait plaisir, c'est son plaisir à elle. Et j'avais une petite question par rapport à ça. Est-ce que vous sentez que de plus en plus, vous avez une possibilité justement à vous recevoir aussi du plaisir, sans forcément passer par je donne du plaisir donc j'en ai, mais aussi à accepter qu'on vous donne du plaisir sans que vous n'ayez rien à faire? Alors ça c'est quelque chose que je travaille, c'est la notion du lâcher prise. Hein. Donc j'ai souvent été dans le contrôle là dans le passé, donc forcément c'était lié. Et c'est vrai que là c'est quelque chose que je travaille actuellement. C'est pas facile parce que j'aime bien dominer en fait, mais c'est quelque chose que je travaille actuellement. Hein. Ouais, c'est pas facile de se laisser aller. Alors c'est parfois plus facile de donner que de recevoir, c'est vrai, c'est une sacrée histoire cette réception. Mais vous voyez, je pense que ça va aussi crescendo avec la sensualité quelque part. C'est que plus on est capable aussi de s'ouvrir à l'autre et de savoir recevoir de l'autre, et plus on continue à monter, parce que c'est des gammes exponentielles, hein, cette sensualité, ça ne s'arrête jamais, hein, on touche jamais un plafond, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Puis on dit lâcher prise, alors j'aime pas trop ce mot parce que c'est comme si d'un coup on lâchait toutes les rênes et qu'on se retrouvait sans plus rien pour nous soutenir, mais c'est une histoire de sécurité aussi, hein, de petit à petit s'assouplir. Voilà, enlever quelques résistances, enlever quelques verrous dont on parlait tout à l'heure aussi, et de plus en plus pouvoir dire oui à l'autre parce que on se sent bien déjà avec soi et de plus en plus en sécurité. Oui, c'est accueillir l'autre en fait. C'est surtout ça. Donc moi c'est quelque chose que je travaille. Après c'est pas évident hein, parce que quand on n'est pas de nature comme ça, c'est difficile à le réaliser. Mais après j'en ai pris conscience déjà. Donc après. Mais qu'est-ce qui vous semble difficile pour vous, Baptiste? De diminuer le contrôle. Oui, mais plus précisément, par exemple, vous êtes au lit avec une femme là. Qu'est-ce qui serait difficile?
De me laisser aller et de laisser ma partenaire prendre le dessus sur moi. Par exemple, si elle vous dit allonge-toi, je vais m'occuper de toi, et que vous soyez obligé de ne rien faire, c'est ça? Justement, en fait, quand ça arrive, ce genre de situation-là, j'ai du mal à gérer ce que vous ressentez. Mon excitation. Je me sens un peu vulnérable, en fait. J'ai un sentiment de vulnérabilité qui me déstabilise. Oui. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est assez masculin, hein, comme si on doit, en tant qu'homme, on doit être dans l'action et ne pas laisser nos émotions nous envahir. Alors qu'il suffirait que vous soyez dans la confiance et dans le ressenti du bien-être que vous pouvez avoir, tout simplement. Ouais. Et c'est souvent très culturel, j'ai envie de dire, dans le sens où effectivement souvent les hommes grandissent en pensant que ils doivent donner du plaisir et que du coup ils sont exclusivement concentrés sur le plaisir de la femme. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire aussi que vous n'avez pas besoin de gérer votre propre plaisir à vous, puisque vous êtes un peu coupé. C'est sympa, mais c'est pas non plus un plaisir titanesque. Donc à partir du moment où on va prendre soin de vous, là vous êtes confronté à votre propre plaisir, et ça vous demande de travailler justement sur cet élastique du plateau où on a du plaisir et on respire et on le redescend, sauf que vous n'avez pas la main. Mais j'ai envie de vous dire un truc essentiel, c'est que du coup dans le binôme, votre partenaire va sentir elle aussi qu'elle vous emmène dans des endroits un peu plus élevés, et avec vous elle va réduire le rythme. Vous voyez, ça devient une danse. Donc vous n'êtes pas obligé de lâcher prise sur tout. C'est que en fait vous allez vraiment danser ensemble. Elle va sentir votre plaisir parce qu'elle va être connectée avec vous, et du coup elle va pas l'emmener tout de suite en haut jusqu'au point de non-retour, mais vous allez pouvoir jouer ensemble sur ces plaisirs-là, et vous allez apprendre de plus en plus à gérer vos plaisirs sans forcément arriver au bout. Et même parce que maintenant vous en avez l'âge, vous allez pouvoir découvrir l'orgasme sans éjaculer. C'est la résolution 2024. Oh là là, il y a du boulot là, il y a du boulot. Je partage ma vie avec ma femme depuis 15 ans. Oui. Il vous reste 360 jours. Hein. Chouette. Baptiste, 360 jours, ça devrait aller quand même. Ouais. Oui, c'est un petit oui, ça. Un petit oui. Ouais. Mais du coup, ça vous permet d'arrêter de vous dire qu'il faut que je lâche prise. Parce que c'est affreux de se dire ça. J'ai envie de dire, plus on se le dit, moins on le fait. Ça fout la trouille, lâcher prise. Alors que petit à petit, aller dans un peu d'assouplissement, je prends du plaisir et hop, là, tu t'arrêtes, stop, je respire. Vous voyez? C'est pas du on-off. Donc vous gardez quand même un peu la main. Bon, oui, il faut y aller étape par étape. Bon, à méditer, hein, Baptiste. Vous avez, je vous dis, il vous reste 360 jours, il n'y a pas de problème. Merci en tout cas, merci beaucoup de votre témoignage en tout cas, parce qu'il est très révélateur de ce qui se passe aussi pour les hommes. On va faire une petite pause, on va se retrouver pour un Love Conseil. Je vais vous parler de l'orgasme. Est-ce la finalité du rapport sexuel? C'est un peu un sujet avec le thème d'aujourd'hui évidemment. Et puis on continue évidemment à vous donner la parole aussi au 0826 300 300. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, l'orgasme est-il la finalité du rapport sexuel? Évidemment, la question entend la réponse, en quelque sorte. Évidemment que non. Et pourtant, la majorité des gens auraient tendance à répondre oui. Un acte sexuel sans pénétration et sans éjaculation pour les hommes et jouissance pour les femmes, ça n'a pas de sens. C'est ça, sans orgasme du coup. Et puis qu'est-ce que c'est que l'orgasme du coup? Quelle définition chacun y met? Alors l'orgasme, la définition, c'est le point culminant du plaisir, et c'est d'ailleurs même une décharge. L'orgasme, il faut bien le rappeler, c'est que l'organisme prend du plaisir, ça monte tellement haut qu'à un moment donné, il faut que ça cesse, et donc ça explose. Ça c'est la définition
sexologique, si je puis dire. Donc l'orgasme, on a tendance à penser que c'est une fin. Or, l'acte sexuel, c'est un acte d'amour, c'est un acte émotionnel, et a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait de fin. Donc déjà, ça c'est important à comprendre. Vous avez des corps qui se retrouvent pour un moment d'intimité très fort, hein, et c'est ce qui se passe entre ces deux corps qui finalement est important. Et l'orgasme, c'est une partie de cette rencontre qui souvent d'ailleurs met fin à la rencontre sexuelle, mais c'est pas forcément une nécessité. Et certes, il va survenir la plupart du temps, mais c'est pas en voulant absolument qu'il arrive que c'est la meilleure manière de faire l'amour, parce qu'à force de l'espérer, de l'attendre, de le vouloir, on risque de passer à côté de l'acte sexuel dans sa totalité. Donc c'est vraiment important de comprendre que faire l'amour, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est on fait l'amour, on ne cherche pas à tout prix la jouissance. Donc voilà, ça c'est déjà peut-être important. Et puis c'est sans doute cette recherche à tout prix de l'orgasme que tant de femmes vont avoir des difficultés à l'atteindre, et donc avoir des rapports sexuels avec frustration. Donc déjà, essayer d'obtenir une bonne entente sexuelle avec le plus possible de sensations et d'émotions, sans peur, sans jugement, sans repère, et ce sera déjà un bel acte d'amour. Oui, complètement. C'est des jouissances diverses et variées aussi. Et alors je voulais revenir aussi sur ces fameux orgasmes à répétition. Alors la définition n'est pas la même pour tous les sexothérapeutes, hein. Certains considèrent que c'est jouir plusieurs fois dans la nuit, d'autres plusieurs fois sans arrêt, c'est-à-dire des orgasmes vraiment, j'allais dire presque simultanés, ce qui n'est pratiquement possible que pour les femmes, hein. Un homme va pas éjaculer 2-3 fois de suite, sauf s'il est en effet en orgasme sec, c'est-à-dire sans éjaculation, et là il peut avoir 2-3 orgasmes en suivant, c'est quand même assez rare, hein. En fait, je crois que la deuxième définition me paraît convenir, parce qu'en fait, on profite de la vague du premier orgasme qui n'est pas complètement abouti pour continuer, pour en avoir un second qui est plus voluptueux. Et je crois que c'est les femmes qui sont capables d'avoir des orgasmes à répétition sont en fait des femmes qui restent sur ce qu'on appelle la phase en plateau, et qui sont donc au paroxysme du plaisir sans aller exactement jusqu'au sommet du plaisir. Et d'ailleurs, on voit bien en général à la fin de ces orgasmes à répétition, elles sont souvent très épuisées parce qu'il y a justement une tension telle, parce qu'il y a eu cette répétition de jouissance un peu extrême. Voilà, donc je crois que c'est important de temps en temps de dire tout ça. Je sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose. Que effectivement il y a différents degrés aussi d'orgasme. On n'a pas tous à chaque fois la même quantité pyrotechnique disponible, et dans les orgasmes à répétition, effectivement c'est ça, c'est que on peut avoir une petite intensité orgasmique qui petit à petit développe de plus en plus la sensibilité, qui fait que ça va permettre de favoriser encore plus, de monter de plus en plus haut. Et effectivement parfois même quand un orgasme est très très fort, déjà généralement on peut pas continuer derrière, il y a besoin quand même d'un petit temps de récupération, et puis effectivement la sensibilité est devenue tellement exacerbée que ça peut même être douloureux que de continuer à avoir de la sexualité, parce que toute la peau est sensibilisée, tout le système nerveux est en alerte, et du coup c'est pas toujours très agréable. Voilà, c'est de temps en temps un peu bien de donner des précisions techniques. Bonjour Samuel. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Samuel, bonne année à vous aussi. Merci beaucoup, bonne année, bonne santé. Alors qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur la sensualité, vous Samuel ? Alors moi je la situe surtout au niveau des gestes. Et j'ai toujours eu une attention particulière pour les mains des femmes. Et alors c'est pas sans être fétichiste, hein, mais par contre j'aime beaucoup les belles mains fines, voilà. Et je trouve que la sensualité souvent se niche dans les gestes. Par exemple, j'aime les gestes de ma femme. Même quand elle repose les mains, par exemple, sur ses jambes ou sur une table, j'aime la manière dont sa main est posée. Voilà. C'est très important pour moi.
Donc j'imagine qu'elle a des jolies mains avec des doigts longs et fins et délicats. Et puis les ongles écaillés et pas... Non, je plaisante, évidemment. Mais c'est très poétique, ce que vous décrivez aussi. Vous voyez, c'est ça aussi, cette sensualité. Rien que de vous entendre, c'est très sensuel, c'est très poétique, parce que c'est ça qui vous habite. Est-ce qu'elle vit ça aussi de son côté, votre femme ? Non, c'est ce que j'aime chez elle, c'est que c'est naturel. Non, mais je veux dire, elle est sensible au fait que vous soyez sensible à ça chez elle ? Oui. Oui, oui. Donc ça vous nourrit tous les deux. Oui, tout à fait. Quand elle bouge, voilà, quand elle sait ce que ses mains provoquent chez vous. Oui. Ouais, super. Je sais, je lui dis souvent. Oui. Et j'avais entendu dire aussi, j'avais été frappé par une interview de Carole Bouquet, qui est une femme très sensuelle aussi, et qui parlait du coup de cœur qu'elle avait eu pour un homme un jour dans une voiture, à sa manière de passer les vitesses. Et ça m'avait frappé parce que je m'étais dit, au fond, je suis assez d'accord avec ça. C'est sans doute ma part féminine aussi qui parle là. La beauté du geste, je trouve qu'il y a quelque chose de très sensuel dans la gestuelle. Je pense que ça doit être la même chose chez les hommes aussi. Bien sûr. Qu'est-ce qui est très sensuel selon votre femme, vous pensez, chez vous ? Qu'est-ce qu'elle va vous dire de certaines choses de vos sensualités ? Je pense que c'est sans doute une certaine forme d'assurance dans les gestes. Ouais. Ouais, je pense. Ouais. Un certain charme. Vous avez une voix qui est plutôt sensuelle déjà, Samuel. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. Non, mais je veux dire, vous avez une voix qui est posée, vous avez une voix qui est assez charmante. Oui, on me le dit souvent, oui. Ouais, on aime bien que vous racontiez des histoires. Je ne sais pas comment vous changez les vitesses, mais... De grâce, vous n'avez pas une automatique, rassurez-nous. Non, mais, justement... Mais je sais qu'il y a déjà un jour, j'avais fait une émission sur la manière de conduire et la manière de faire l'amour, et on pourrait... Bien sûr qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Oui, des similitudes. Ouais. Mais vous voyez, ce que je trouve très touchant aussi dans votre témoignage, c'est que malgré les années, c'est pas malgré, c'est grâce à toutes ces années de vie commune, vous continuez à développer ces sensualités, parce que c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, ça n'a pas de fin, c'est exponentiel en fait. Plus on avance en âge et en confiance et en intimité dans le lien, et plus on est capable d'aller s'émerveiller jusqu'à quelqu'un qui change effectivement des vitesses. Quand on dit ça comme ça hors contexte, ça paraît un peu... Mais non, quand on est justement dans cette attention, dans cette poésie, dans ce sensuel, dans ce charnel, c'est de l'amour poétique. Ça peut être une nuit, c'est vrai. Et aussi, plus on est ensemble et plus ça continue de se développer. Et je crois qu'il y a un endroit dans le couple, c'est intéressant de pouvoir se le dire. C'est pour ça que je vous demandais qu'est-ce qui est sensuel chez vous, vu par votre femme. Parce que ça nourrit justement toutes ces sensualités communes, et on continue de grandir sur ces chemins de sensualité. Et c'est assez rare d'être deux sensuels dans un même couple. Oui. Vous trouvez que c'est rare, non ? Je sais pas, peut-être que vous pensez que les gens... Je crois qu'il y en a un qui a plus accès à ça et peut plus facilement le dire, parce que vous voyez, c'est un peu comme Ulysse qui rentre à Ithaque, il est un héros parce qu'il dit ce qu'il a vécu. Dans ce que vous racontez, Samuel, il y a ça aussi, il y a ce côté, vous décrivez, encore une fois, on l'a entendu aujourd'hui, quand on décrit la sensualité que l'on vit, c'est fabuleux. Donc vous le dites, vous, et vous lui dites. Mais est-ce qu'elle vous le décrit aussi comme vous êtes capable de le faire là maintenant et comme vous le faites depuis tant d'années ? Est-ce qu'elle vous décrit certaines choses sensuelles chez vous ? J'aime comment tu me parles. Non, vous voyez, c'est en ça que je dis qu'il y a souvent des différences quand même dans l'expression de la sensualité. Mais il y a quand même une chose très fréquente. L'homme va être très observateur et va, sans être jusqu'à dire que vous êtes fétichiste, évidemment, Samuel. Mais vous regardez ses mains sont presque devenues votre support visuel et j'allais même dire votre support de désir.
Bon, les femmes ont pas ça. Vous croyez? Ah oui, je suis même sûre. Les femmes sont beaucoup moins. Alors, je dis pas qu'encore une fois, c'est des généralités ce que je suis en train de dire, mais c'est rare que les femmes vont avoir une observation sur un geste particulier de leur partenaire, tandis que chez les hommes, il y a ça. Il y en a, c'est les chevilles. Il y en a, c'est la manière dont elle va passer la main dans les cheveux. Et c'est après, c'est pas encore une fois tous les hommes et toutes les femmes, mais c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Ouais, je sais pas. Moi, je crois que c'est une histoire justement d'accessibilité à une poésie en soi. Donc peut-être que les femmes ont moins la capacité de le dire. Là, Samuel le dit avec beaucoup de poésie. Tous les hommes ne le diraient peut-être pas comme ça. Il y a des hommes qui diraient quand je vois ton cul, je bande. C'est beaucoup moins poétique, je vous l'accorde. Oui. Mais quelque part, c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose, c'est ce support qui crée cette dépendance de désir dans le bon sens du terme quand je parle de dépendance. Vous voyez ce que je veux dire, Samuel? Oui, bien sûr. Mais cela étant, j'aime aussi son cul. Hein, bah voilà, oui, des fois c'est bien de le dire. Voilà, rassurez, vous êtes un homme, tout va bien. Oui, je ne suis pas seulement poète. Non, c'est toutes les facettes. C'est ça qui est magnifique dans la sensualité. Hein, c'est que des fois, effectivement, ne pas avoir de poésie, c'est délicieux. Hein. Oui. Mais ce que je voulais rajouter simplement, c'est que je trouve que l'élément de sensualité qui accompagne soit le geste, soit une main comme ça posée par hasard, etc., c'est ce qui perdure dans le temps. On peut changer, mais on change pas son charme. Oui. Et je m'étais toujours dit que, au fond, avec elle, quoi qu'il arrive, il y aurait toujours cette petite sensualité, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ce qui perdure dans l'amour, quoi. Oui, vous avez raison. Et moi qui suis souvent en gériatrie, je peux voir des couples, même s'ils sont pas ensemble depuis très longtemps, mais qui sont quand même très âgés, c'est même presque embarrassant d'être assise à côté d'eux, tellement il y a quelque chose de sensuel entre eux qui se dégage, et souvent ça se voit effectivement dans ce regard qui pétille, ce sourire détendu, relâché. Vous savez, le sourire aussi est très sensuel et veut dire beaucoup de choses de nous. Hein. Est-ce que j'ose pleinement me détendre et montrer comme ça toute ma dentition, plus ou moins changeante avec l'âge, mais c'est bien sûr, vous avez raison, ça grandit encore et encore. Mais d'ailleurs, on le voit bien quand on est dans un dîner où il y a des couples. On voit bien les couples qui ont de la sensualité entre eux et qui quelque part sont des couples qui vont bien. Oui, même s'il y a beaucoup de pudeur, ça se sent, cette sensualité. Ouais. J'imagine que quand vous êtes même en couple à un dîner avec d'autres amis, il y a quelque chose qui se passe entre vous. Oui, bien sûr. Il y a ce courant sensuel qui se maintient. Un petit rapprochement, même elle me prend la main sous la table, enfin quelque chose comme ça, vraiment des petites choses comme ça qui sont importantes. Je trouve que c'est rassurant, on se dorlote comme ça un peu. Ça a évolué au fil des années entre vous. Vous avez senti que cette sensualité s'est développée de plus en plus entre vous? Non, c'est quelque chose qui me semble perdurer. Voilà. Ça ne change pas. Qui a toujours été là. C'est ça. Et voyez ce que vous avez dit, c'est rassurant, et c'est ça finalement ce lien subtil entre deux êtres qui forment couple. Il est tellement important. Oui. Et c'est vrai que quand on n'a pas la chance d'avoir ça dès le début, parce que ça arrive, ça se développe quand même. C'est vrai que ça peut être plus ou moins laborieux, mais cette complicité sensuelle, c'est vrai que c'est fondamental dans un couple, je trouve. C'est de l'intimité qu'on a juste avec telle personne et pas avec les autres. C'est ça. Et c'est ce qui crée évidemment le lien en profondeur. Et Samuel, écoutez, merci de nous avoir fait partager votre lien intime, sensuel avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Compagne. Merci de m'avoir accueilli. Je vous en prie, merci à vous. On va faire une petite pause et puis on va conclure avec vous bien sûr au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Sandy Boulanger est avec nous, relaxologue, sexothérapeute. Vous êtes également la créatrice de ce lien, le lien au cœur du soin.com. Si vous voulez retrouver Sandy Boulanger, n'hésitez pas. On parle de sensualité, de sexualité, et Victoria nous rejoint. Bonjour Victoria. Bonjour Brigitte, bonjour Sandy. Bonjour Victoria. Quel merveilleux thème aujourd'hui. Ah bah super, merci. Bonne année à vous, ça démarre bien. Merci également, bonne année. Alors, la sensualité, j'ai du mal vraiment à la définir, et en réalité, j'ai toujours cru qu'entre mon mari et moi, on manquait de sensualité. Alors moi, je suis très preneuse, je suis un peu joueuse, un peu coquine, voilà. Et je trouvais qu'au début de notre relation, on avait cette complicité très sexy, glamour, tout ça. Et je trouve que maintenant, alors devant les autres, c'est-à-dire en société, il est facilement joueur, comme ça, avec les yeux, le regard, les caresses sur la cuisse, il va me prendre par le cou facilement. Mais quand on est dans l'intimité, zéro. Alors franchement, et ça me manque énormément. Et j'ai jamais vraiment eu ce lien avec lui. De sensuel, enfin de préparation, j'allais dire. Pour moi, la sensualité, c'est un lien, d'accord, mais ça accompagne aussi les rapports amoureux au niveau sexuel, etc. Et je trouve que mon mari est trop brut de décoffrage, pour tout vous dire, et ça manque beaucoup de sensualité, et parfois ça m'attriste, parce que dans les relations, je l'aime de tout mon cœur, mais par contre, j'ai connu, moi, des hommes sensuels, et ça me manque. Je dois dire. Voilà, et c'est un peu ma problématique. Quand je lui en parle, quand je lui en parle, il me dit « Oh, écoute, les violons, c'est pas très intéressant. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Les violons, ça m'intéresse pas. Voilà. En gros, c'est ça. Et ça m'attriste. Mais vous voulez dire que il a pas une main caressante, ou c'est plus vague, plus grand, plus vaste que ça encore? Un peu des deux. Je trouve qu'il n'a pas une main. Alors, il a un métier très particulier où il utilise beaucoup ses mains. Et peut-être que je ne sais pas. Je me suis imaginé que comme il touche les gens toute la journée avec son métier, il est kiné. Alors, imaginez bien. Je me dis peut-être que le soir, il a plus envie de. Non, ça n'a rien à voir quand même. Vous voyez, ce qu'il vous dit, c'est ce qu'il vous dit, c'est-à-dire que pour lui, les violons, ça ne l'intéresse pas. C'est-à-dire que la sexualité, c'est du sexe, c'est de la pénétration. Et donc, il n'y a pas plus de poésie, de sensualité autour. Donc, finalement, c'est un plaisir rapide, facile, parce que voilà, il a le quotidien, la charge mentale, tout ça. Et le fait de faire l'amour, c'est un peu un plaisir facile à avoir avec vous, mais pas plus. Il n'y a pas plus de curiosité que ça. Vous savez, des fois, c'est aussi parce que ça fait peur que d'ouvrir cette porte-là. On a beaucoup parlé d'ouverture, Brigitte, aujourd'hui, sur la sensualité. Des fois, de s'ouvrir à la sensualité, ça fait peur. Qu'est-ce qu'on va découvrir de soi? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Et parfois, dans le masculin, ils ont du mal aussi à aller ouvrir cette porte-là du sensible et de la poésie. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'ai cru comprendre qu'il était assez coquin comme vous. Vous avez donc trouvé tout de suite une manière de fonctionner sexuellement qui a été certainement très bonne. Et donc, il n'a pas eu tellement à vous séduire dans le langage du corps. Et moi, je pense que ça l'a certainement arrangé, et donc le pli est un peu pris. Et je pense que pour arriver à l'éveiller à la sensualité, je pense qu'il va falloir passer plutôt par la tendresse. Oui, peut-être. Parce que sinon, je vois pas trop comment vous allez réussir sans que. C'est quelqu'un qui est tendre quand même, c'est-à-dire que le soir il va rentrer, il va me prendre dans ses bras, presque m'étouffer tellement il va me serrer. Il a quand même des gestes tendres où le soir on s'embrasse toujours avant de dormir, voilà, dans la journée ou en voiture, on va quand même se prendre la main, des choses comme ça. Mais c'est dans l'intimité, dès qu'on parle de rapport aux lignes, oui, mais je vous dis, c'est parce que vous êtes parti sur ce mode-là dès le départ. Et on sait à quel point la manière dont un couple va démarrer sa sexualité, ça s'imprime je crois que c'est dans l'hypothalamus, mais je suis pas une experte du cerveau. Et donc on aime retrouver toujours ça, notamment les hommes qui quelque part sont souvent plus formatés sur le plan sexuel que les femmes.
Vous voyez ce que ça me dit aussi des fois, c'est que lui, il a peut-être toujours été comme ça. Voilà. Mais vous, ça vous allait bien au début. Par contre, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que au niveau de son théâtre érotique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans sa tête d'érotique tout au long de la journée d'ailleurs, parce que c'est pas seulement pendant l'acte, peut-être que c'est un peu pauvre. Et qu'il n'y a pas beaucoup de choses développées chez lui de ce côté-là. Et que quand vous lui dites ça, c'est peut-être très humiliant pour lui, très blessant. Et du coup, la façon de le gérer, c'est « moi, les violons, ça m'intéresse pas ». Parce que ce mari aimant, ça, c'est clair. Oui. Vous voyez, ce mari aimant, qui vous caresse, qui vous embrasse, il est à votre écoute, il est là. Mais peut-être que la façon dont vous exprimez vos besoins et vos envies le rabaisse, l'humilie. Et la façon de le gérer, pour lui, c'est de toute façon, c'est comme ça nous a toujours fait du bien et ça changera pas. Vous voyez? C'est peut-être essayer de lui parler de ça différemment. Parce que c'est pas jouer du violon. Et je pense que c'est par peut-être des jeux sur les 5 sens. Par exemple, bandez-lui les yeux, amusez-vous à rester debout et qu'il vous déshabille avec sa bouche. Enfin, vous voyez, trouver des manières sensuelles de fonctionner sexuellement. Et je pense que là, il va marcher au quart de tour. Oui, peut-être après, si son tempérament, c'est de penser beaucoup, peut-être que c'est quelqu'un de très très actif. Voilà, ok. Oui, voilà. Super actif. Voilà, donc rempli, c'est dingue. C'est très difficile, Victoria, de passer un moment intime, sexuel, érotique, en d'un coup changer de rythme. Ce qu'il va falloir faire, c'est occuper ralentir son esprit. C'est ça. Mais en ralentissant, c'est comme si je vous disais, maintenant ça suffit, calme-toi, assis-toi. Pas envie de me calmer. Il va falloir lui parler. Vous comprenez? Vous allez développer votre théâtre érotique, votre sensualité, vous allez lui raconter des choses excitantes, vous allez prendre soin de lui, mais en lui parlant. C'est-à-dire qu'il va falloir occuper son cerveau. Même la musique ne suffirait pas pour occuper sa tête. C'est pour ça que les violons l'intéressent pas, c'est parce qu'il s'ennuie. Dans sa tête, ça va trop vite, ou son rythme de vie va trop vite. Donc, apprendre à ralentir, mais non pas en disant maintenant ça suffit, je t'attache, tu bouges plus. Mais vous allez l'occuper, son esprit. Et plus vous allez pouvoir parler en racontant des choses érotiques et sensuelles et en faisant en même temps, et en lui disant maintenant fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ci, c'est là où vous allez l'occuper. Et c'est là où en fait, mais pas moi je voudrais que ça change entre nous. C'est que c'est tellement bien entre nous qu'on peut se permettre d'ajouter ça. Sinon, il est pris à défaut, vous voyez? Oui, je vois la galipette mentale. C'est une gentille manipulation. Voilà, c'est ça. Pour le bien de tous les deux, donc c'est pas de la manipulation, c'est une façon de... Voilà. Je crois que vous avez... il vous reste 360 jours, là. Vous devriez y arriver, Victoria. Je pense qu'il n'y a pas j'ai pas d'inquiétude. Je vais y mettre toute mon énergie. Merci beaucoup pour vos conseils. Je vous en prie. Et puis, c'est des conseils qui peuvent aller à beaucoup de couples, évidemment. Merci beaucoup, Sandy Boulanger, pour tous ces conseils que vous avez donnés à ceux qui nous écoutent. Je rappelle qu'on peut vous retrouver également sur le lien au cœur du soin.com. Merci à vous. Et puis, bien sûr, je ne peux que vous encourager à développer votre sensualité. Ça fait partie de ce qui nous permet de mieux vivre au quotidien, évidemment. Tout de suite, vous retrouvez évidemment Alexandre Dolovan. Nous, on va être lundi avec Philippe Breneau, que vous connaissez bien, qui était évidemment sexologue, psychiatre, anthropologue. Et je trouve que on va essayer de comprendre pourquoi les couples se quittent de plus en plus vite aujourd'hui, pourquoi c'est de plus en plus difficile de faire durer son histoire d'amour. Est-ce que c'est un problème d'engagement? Est-ce que c'est parce que la société aujourd'hui a tellement bougé? On en parlera avec vous. Et si vous avez envie de réagir, vous êtes bien sûr les bienvenus sur Sud Radio.